Bonjour et bienvenue à la 8e web émission où on répond à vos questions. Mon nom est Karine Turcotte et je suis accompagnée d'Eddie Chandonnet, gestionnaire de portefeuille chez Médici. On a 3 questions pour vous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la première. Oui, la première question qui concerne les frais, puis il va en avoir deux un petit peu plus loin qui vont concerner les entreprises. Oui. La première question, Karine, c'est une question qu'on se fait poser régulièrement. La personne nous mentionnait qu'elle songeait à transférer chez Médici. Puis, elle nous demande comment se comparent nos frais par rapport à ceux de son conseiller actuel. On sait que les gens ont reçu un rapport de frais probablement en début d'année. La plupart, effectivement, arrivaient. C'est une nouveauté dans la réglementation, oui. C'est ça. Puis la personne en question, par complément d'information, nous mentionnait que sur le rapport en question, les frais indiqués étaient de 0,7 %. Donc, comment ça se compare à Médici? Bon, on a fait un petit résumé pour ce cas en question-là. Oui. Le 0,7 qu'elle parle, c'est vraiment ce qu'elle reçoit. Là, quand on dit on reçoit les rapports de frais, maintenant, le conseiller doit divulguer ce qu'il reçoit pour les services qu'il offre de gestion de portefeuille ou de conseil financier. Le 0,7 %, il y a une grosse portion qui est manquante parce que le portefeuille ne se gère pas tout seul. Le conseiller va sélectionner des fonds. On parle d'un environnement de fonds communs. Oui. On a pris des fonds communs d'actions. Et en moyenne, peut-être expliquer un peu, Eddie, on arrive plus à du 2,5 % et non du 0,7 %. Oui, en moyenne, on va dans l'ensemble des fonds qu'on va évaluer, puis la moyenne des fonds d'actions vont charger 2,5 % de frais au total. On voit souvent des exemples qui vont plus haut que ça. Des fois, on voit des cas à 3,5 %, mais disons que la norme est d'environ 2,5 %. C'est ça, parce qu'il y a le 1,8 finalement, c'est pour gérer le fonds en question, choisir les titres, les actions, les revenus fixes. Puis le conseiller, lui, se fait rémunérer pour encadrer son client et choisir le fonds qui lui convient. Si on compare avec Médici, parce que la question, c'est pourquoi que finalement, effectivement, vous chargez beaucoup plus cher que mon conseiller. Nous, on joue les deux rôles. On est le conseiller et le gestionnaire, donc à 1,20 %, c'est sûr qu'il faut inclure tous les frais. Ça englobe les frais. Dans le fond, chez Médici, on est conseiller et gestionnaire en même temps. Exactement. Exactement. Bon, donc on peut passer à la deuxième question qui nous vient de Jean-Claude et on parlait, c'est une entreprise, une question sur Mosaïque, qui est producteur de potasse et de phosphate. Jean-Claude nous demande pourquoi le titre a baissé beaucoup dernièrement. Peut-être que c'est dû aux inondations du printemps. Est-ce que, Eddie, tu penses que c'est une bonne opportunité? Est-ce qu'on s'intéresserait à une entreprise comme Mosaïque? Oui, on a regardé Mosaïque, ce que ça faisait. Il faut prendre nos commentaires là, avec un grain de sel parce que, on ne suit pas cette entreprise-là. Puis, on a passé peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure à regarder ce que l'entreprise faisait. Donc, soyez indulgents dans notre compréhension de l'entreprise. Mais ce qu'on sait, c'est que la profitabilité de Mosaïque vient principalement de ses ventes de potasse. Les phosphates représentent une plus grosse portion de son chiffre d'affaires, mais ultimement, c'est les ventes de potasse qui génèrent le plus de profitabilité. J'ai fait une petite vérification dans le temps, puis le prix de la potasse en 2008 a atteint un sommet de 1 200 $ la tonne, alors que quelques années auparavant, on parlait de 200 à 300 $ la tonne. Okay. Par la suite, en 2011, le prix a chuté, puis ça a descendu jusqu'à 600 $ la tonne. Présentement, on est à peu près à moins de 400 $ la tonne. Ce qu'on comprend de cette business-là, c'est que la potasse, c'est une commodité. Autant que le pétrole, l'argent, le nickel, c'est des commodités. Donc, il faudrait avoir des compétences pour essayer de prédire le prix de la potasse, puis le prix d'une commodité, à notre connaissance, c'est très imprévisible. Chez Médici, on veut détenir des entreprises qui ont on a une prévisibilité sur les profits futurs de cette entreprise-là. Puis définitivement qu'une entreprise dans le domaine des ressources naturelles, c'est très, très difficile. Donc, peut-être qu'on ne répond pas vraiment à la question de Jean-Claude, mais en ce qui nous concerne, on ne peut pas savoir pourquoi le titre a baissé.
carrément, c'est une idée qu'on va éliminer là, de nos opportunités. On ne veut pas investir dans des entreprises. Si je comprends bien, on a passé 30 minutes, mais en 30 minutes, pour nous, effectivement, on ne continuera pas à pousser justement l'analyse. Exactement. C'est très clair. Exactement. La question suivante, Karine, le commerce en ligne est perturbateur pour plusieurs détaillants traditionnels. Dans ce contexte, comment on évalue le potentiel futur de TJX? TJX, on le sait, qui est l'entreprise qui détient les bannières. Winners, parce que tu magasines pas assez souvent. Winners c'est pour ça. HomeSense, par exemple. Bon, c'est bon, ça, c'est plus au niveau de la maison. Aux États-Unis, TJX. Oui. Puis, on sait qu'ils sont présents aussi en Europe et en Australie, en plus du Canada et des États-Unis. Oui. Donc, TJX, pourquoi que TJX serait différent d'un autre commerce au détail? Puis, qu'est-ce qu'on voit en termes de potentiel? Est-ce qu'il va se faire affecter par le commerce en ligne, comme on pense à Amazon aussi? Donc, TJX, c'est le modèle d'affaires qui est particulier, en sens qu'il va acheter des fins de ligne, des liquidations de fournisseurs qui vont produire des volumes. Pour eux, c'est intéressant de produire des plus gros volumes pour abaisser le coût de production. Et il va avoir un TJX qui, lui, peut faire des achats opportunistes. Escompte, c'est dans son modèle d'affaires. Il va acheter des balances de stock. Exactement. Et ce que ça crée comme effet, la personne, la dame, c'est souvent la dame qui va magasiner, un concept de chasse au trésor, de vouloir y retourner parce que la marchandise roule beaucoup plus souvent. Et c'est ce côté opportuniste-là qui est intéressant aussi dans son modèle d'affaires. Pour le protéger, c'est un modèle d'affaires qui est difficile à répliquer en ligne. Puis est-ce qu'on pourrait dire en même temps, Karine, aussi que dans un contexte difficile pour les détaillants traditionnels, qui peut amener des faillites ou des difficultés devant leurs produits, mais TJX va souvent acheter des balances de stock de ces détaillants-là qui sont en difficulté. Donc, même si le secteur en étant en difficulté, ça va amener des opportunités et on sait que l'emplacement en termes immobiliers peut créer aussi un avantage pour, à ce moment-là, d'acquérir des emplacements plus avantageux à bon prix en situation de crise. Bon, c'est un bon résumé, oui. Et pour vous rappeler, Eddie, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais probablement que oui, il y a un article qui a été écrit dans le journal Les Affaires en 2015, justement sur le sujet de la question aujourd'hui, TJX et le commerce électronique. La plupart des principes de base qui étaient écrits à l'époque, on nous ont donné raison parce qu'effectivement, le TJX continue d'avoir une belle croissance, une belle profitabilité aussi. Ça se retrouve à la section médias. Oui, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, on semble dire. Ça fait 2 ans qu'on avait écrit là-dessus. Effectivement, c'est un article que vous allez voir dans la section médias, notre page principale de Médicis, section médias. Vous allez dans la section médias, puis vous allez voir tous les articles qu'on a écrits pour le journal Les Affaires. C'est un article que notre collègue Pierre-Olivier Langevin a écrit en octobre 2015, qui va être un complément d'information aussi à la question de Bruno. Et à cet endroit-là, vous allez retrouver également tous les autres articles, que ce soit à la presse, les autres web émissions et du contenu visuel. Vous allez pouvoir également vous inscrire à notre liste de diffusion et envoyer vos questions pour une prochaine web émission. Alors, nous vous remercions, Karine Turcotte et Eddie Chandonnet. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci.